La parole à Louise maintenant. Bonjour Louise. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Bonjour Louise. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je voulais dire deux choses. La première, c'était que je vais la dire de façon très très succincte, c'est que je pense qu'il y va de la parole des femmes et des hommes concernant l'éducation des filles et des garçons. Pour avoir travaillé dans un lieu où on s'occupait de très jeunes, il était très difficile de faire entendre aux jeunes garçons qu'une jeune fille qui s'allonge à côté d'eux n'est pas une jeune fille qui est juste prête à faire l'amour. Alors faire l'amour n'est pas le terme approprié pour la jeune fille qui subit, mais pour certains jeunes garçons, c'était le terme qu'ils utilisaient. C'était la première chose que je voulais dire. La deuxième, alors c'est important ce que vous venez de dire. C'était en quelle année ça, Louise ? C'était il y a quelques années à peine. C'était des jeunes. Ah oui, c'était il y a très peu de temps. C'était des jeunes de 12, 13, 14 ans qui ont donc aujourd'hui 18 ans. Ça veut dire qu'il y a à peine quelques années, une jeune femme qui accepte de s'allonger pour éventuellement avoir un baiser. Pour le garçon, c'est une femme qui est prête à faire l'amour. Absolument. Oui, c'est vrai que c'est juste le sujet de ce silence-là des femmes qui se retrouvent avec un sentiment de culpabilité si le garçon auprès de qui elles sont allongées et avec qui elles n'ont pas envie de faire l'amour leur saute dessus, pour parler avec un euphémisme. Eh bien, le garçon peut penser qu'elle est offerte. C'est ça. Et elle peut se sentir coupable de ce que le garçon a pu ressentir. C'est un vrai sujet. Elle peut se sentir coupable et elle peut aller jusqu'à porter plainte, et le jeune homme peut aller jusqu'à vivre des choses terribles en raison d'une ignorance, parce qu'il ignore que les choses ne se passent pas comme ça, ou ne doivent pas se passer comme ça. Et il faut savoir qu'ils regardent beaucoup de vidéos pornographiques, les jeunes garçons particulièrement. Il y a un pourcentage énorme de jeunes garçons qui regardent des vidéos sur leur smartphone. Et qui incite les copains à venir regarder. Et bien sûr, ça n'a rien à voir avec la réalité. Oui, tout à fait. Il y a une commission européenne qui essaye de trouver des solutions pour enrayer ce phénomène qui est vraiment tragique. Et c'est pour ça que je me dis que la parole des mères, autant que la parole des pères, est importante. Il est beaucoup plus facile pour un papa de parler de ce genre de choses à son fils que pour une maman. Et si j'ai appelé, c'était pour témoigner par rapport, encore une fois, très, très rapidement, témoigner pour un problème qui s'est posé à moi. J'ai été agressée sexuellement par un monsieur. Que vous connaissiez ? Non, je ne connaissais pas. Je connaissais pour être allée à 2 ou 3 reprises dans son commerce. Et en fait, je me suis fait agresser. J'ai quitté les lieux. Ça a été assez terrible. J'ai porté plainte. Ça a été très difficile pour moi de faire cette démarche. Oui. J'ai été très accompagnée par la police. Mais une fois que ma plainte est arrivée au niveau de la juge, ma plainte a été classée sans suite. Exactement. Voilà. Pour quelle raison ? Je ne sais pas. J'ai été convoquée au commissariat où on me l'a dit. C'était votre parole contre la sienne, j'imagine. C'était ma parole contre la sienne. Ce qui est terrible, c'est que ce monsieur travaille dans un commerce de portables. Je ne suis pas toute jeune. Et je me dis que s'il m'a agressée, c'est qu'il est à même de pouvoir agresser des très jeunes qui n'iront pas porter plainte. Et j'ai été extrêmement, extrêmement choquée et malmenée par la suite qui a été donnée à ma plainte. Oui. Alors, le seul point positif, c'est que vous dites que la police vous a bien accompagné. Très bien. Il commence à y avoir beaucoup de formations, et j'ai une amie, Marie-Ange Le Bouler, qui aide justement les policiers, et les gendarmes, etc., à accueillir les plaintes différemment de ce qui se faisait avant. Mais effectivement, pour vous, c'est un gros choc, avoir eu ce courage inouï de porter plainte et de vous retrouver avec un classement sans suite, quoi. Ça a été un choquant, choc. Bien sûr. Et le choc, ça a été que j'ai vraiment mis l'accent sur la profession de ce monsieur et sur la capacité qu'il a eu de faire avec moi.
Et on sait très bien que c'est des gens qui travaillent beaucoup avec des très jeunes. Hein. Oui. Enfin, quand on travaille sur des portables, on travaille avec des très jeunes. Et j'ai été très étonnée, en fait, vraiment. Et je regrette pas de l'avoir fait, mais je me dis que c'est un double coup. Oui, c'est une double peine, là. Oui. Alors, ce que vous pouvez vous dire pour peut-être quand même espérer une suite, c'est que si une autre femme rapidement aussi porte plainte, on va peut-être à ce moment-là commencer à en tenir compte. Parce que c'est ça aussi, c'est pareil pour les viols, malheureusement. Quand il y a une parole contre une autre parole... Mais vous savez, Brigitte, j'ai été découragée quand j'ai parlé de porter plainte. Hein. J'ai été découragée par des personnes qui me connaissent et qui sont très proches et qui m'ont dit tu t'engages, tu réalises dans quoi tu t'engages. Ce qui compte, c'est que tu saches que ce qu'il a fait n'est pas bien, que si tu te sens mal, tu fais avec. Ça fait partie des freins que les femmes ont. Ce que vous pouvez vous dire quand même, c'est que cet homme-là a eu chaud, quoi. C'est-à-dire qu'il a senti passer le vent du boulet très près et que peut-être on peut l'espérer, ça va un peu réfréner ses pulsions de savoir qu'il y en a qui peuvent porter plainte. Donc vous avez quand même posé un acte là qui est... Mais là, sans penser à moi, je me dis que, j'ai été découragée par des femmes, même très proches. Deux, cet inconscient collectif qui fait que, à partir du moment qu'on sait qu'on est une victime, on peut se contenter de ça, ce qui est faux. Que j'ai porté plainte et que ça n'a pas abouti. Et oui, bien sûr qu'une autre femme aille porter plainte, il faudrait qu'il y en ait beaucoup d'autres qui subissent ce que j'ai subi, et ce qui n'était vraiment pas anodin, des très jeunes, avant que ce monsieur puisse réellement donner du sens à ce coup de chaud. Mais Louise, souvent, je pense à certains, par exemple, médecins qui ont abusé de leurs patientes. C'est quand il y a plusieurs plaintes qu'à ce moment-là, la personne est enfin condamnée. Hein. C'est pas une seule plainte, malheureusement. Enfin, sauf s'il y a des preuves tangibles. Mais effectivement, Brigitte, oui, vous avez raison. C'est quand il y en a plusieurs. Donc, de toute façon, vous avez fait votre devoir, Louise. Et quelque part, si tout le monde fait son devoir, et c'est en ce sens que je crois que c'est important le livre de Hélène Vecchiali, parce que quand on le lit, c'est vrai, Hélène Vecchiali, on comprend mieux ce silence des femmes, et on comprend mieux à quel point il faut lever cette omerta. Oui, et votre témoignage est important pour ça, parce que vous expliquez bien combien dans votre entourage on vous dit non, c'est peut-être pas une bonne idée. Et je cite des exemples où on dit tout de suite à la victime, mais si tu portes plainte, sa famille va être dévastée, il est marié, il a des enfants. Oui, on va pas le protéger parce que voilà. Je l'ai moi-même pensé, c'est en pensant aux très jeunes filles que je l'ai porté plainte. Sinon, je l'aurais pas fait, je crois. Oui. J'ai moi-même pensé au fait qu'il avait une famille, que c'était peut-être un moment de faiblesse. On rationalise beaucoup. Hein. Oui, et puis il y a des accueils qui sont délétères. Hein. Je cite l'exemple d'un juge au Canada qui dit à une femme, un juge en plein tribunal, vous aviez qu'à serrer les jambes, vous aviez qu'à serrer les cuisses pour pas être violée. Enfin, comment on peut dire des choses pareilles en plein tribunal, un juge? Enfin, les exemples ne manquent pas de réactions qui font que, en dehors de tout ce qu'on peut dire, les femmes savent qu'il va falloir beaucoup de courage pour parler. Mais vous savez, on dit que l'humain commence à penser avant de commencer à réfléchir. C'est pour ça que la parole des adultes... Les émotions l'emportent sur la raison, oui. Voilà, et enfin, il commence à penser avant de réfléchir. C'est pour ça que la parole des parents, ce que je disais au début, est très importante. Ce juge est juste le petit garçon qu'il était, auquel on n'a jamais dit qu'une fille qui dit non, c'est une fille qui dit non. Oui, et c'est ce que j'explique aussi dans mon livre. J'ai un ami, Xavier, que je salue ici, qui est architecte et qui a fait beaucoup de sport à haut niveau en rugby, et que j'ai interviewé comme plusieurs autres hommes, et à qui je disais mais qu'est-ce qu'il y aurait comme solution, et il m'a dit quelque chose d'absolument magique, et que Brigitte reprend souvent en disant il faut s'occuper, il faut parler aux enfants, et lui me dit il faudrait apprendre aux enfants à perdre, il faudrait apprendre aux garçons à perdre dans des jeux collectifs, à perdre dans des jeux de société, pour qu'ils comprennent que quand c'est non, quoi, et que apprendre à gagner, ça c'est relativement facile, mais apprendre à perdre, c'est toute une éducation. Et
je crois que vraiment les parents, les enseignants ont beaucoup un rôle très important à jouer en la matière et que ça devrait être enseigné dans toutes les écoles du monde. Apprendre à perdre. Et on sait que petit, c'est difficile, hein, et que quelquefois, il y a un orgueil tel que c'est insupportable. C'est donner du sens au renoncement. Oui, et donner. On est obligé de renoncer quand ce n'est pas une acceptation réciproque et mutuelle. Oui, et savoir que narcissiquement, c'est pas quelque chose qui nous détruit complètement lorsque quelqu'un nous dit non. C'est justement construire son identité sur le oui et sur le non. Merci beaucoup Louise, en tout cas, de votre témoignage. On se retrouve dans un instant avec notre Sexy News.